Et place maintenant à la troisième table ronde sur les métiers du ferroviaire, attractivité, besoins immédiats et perspectives d'avenir. J'appelle Mizou Youn, directrice générale adjointe des ressources humaines à la SNCF Réseau. Nargas O'Brien, directeur des ressources humaines chez Mesea. Philippe Rocher, président de Voies ferrées de France et également président d'Unifer France. Géraldine Adam, directrice adjointe des affaires sociales à l'UTP. Et enfin, Séverine Ragnier, vous êtes directrice générale de Ferro Campus. Merci à vous tous d'être là avec nous ce matin pour cette troisième table ronde sur le social, sur les ressources humaines. Alors, on a beaucoup entendu parler justement de ressources humaines, de difficultés de recrutement suite à la période du Covid. Et donc, toutes les entreprises ont été concernées par cette question, que ce soit dans le ferroviaire, bien sûr, mais dans bien d'autres secteurs d'activité. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours ces difficultés? Et je vais vous donner la parole en premier, Mizou Youn, pour savoir ce qu'il en est du côté de SNCF Réseau. Merci. Alors, on est en ce début 2024 à la sortie d'une très bonne année en termes de recrutement pour SNCF Réseau, puisque nous avons pu recruter à hauteur de nos besoins, c'est-à-dire 2686 personnes l'année dernière, ce qui faisait suite à une année où on avait recruté quasiment 2200 personnes. Mais il est vrai qu'à la sortie du Covid, on a connu une forme de creux de vague. Parce que lorsqu'on parle de recrutement, on parle d'hommes et de femmes et de leurs aspirations. Et on parle aussi de pratiques de recrutement. Et nous nous sommes rendus compte, je pense à SNCF Réseau comme dans beaucoup d'autres entreprises, qu'il fallait qu'on aborde différemment nos candidats. Et aborder différemment nos candidats, ça veut dire aussi savoir les chercher là où ils sont, recruter local. Nous en parlions tout à l'heure avec mon collègue de Mesea. Il faut savoir proposer des offres d'emploi près de ces personnes et puis savoir être clair sur la proposition employeur qu'on leur fait. Et au fond, chez SNCF Réseau, on avait peut-être une approche où on pensait que le candidat avait déjà bien de la chance d'être reçu par SNCF Réseau et devait finalement répondre à tous nos besoins sans qu'on se pose la question de son propre besoin. Voilà, donc on a revu en profondeur nos manières de recruter, revu nos manières de sourcer. Donc nous sommes allés faire du sourcing digital, nous utilisons aussi l'intelligence artificielle pour apporter les offres d'emploi au plus près des candidats, leur donner à voir sur nos métiers. On a travaillé sur la transparence de nos métiers, faire connaître nos métiers. Au fond, quand on pense SNCF, et je pense que quand on pense ferroviaire de façon générale, vous le voyez chez les candidats, ils pensent conducteur. Nous, on dit, on a des travaux, on a de la maintenance, on a de la circulation. Ce sont des métiers différents, mais vous contribuez à quelque chose qui est important pour la France, qui est important pour le développement durable. Donc, faire connaître nos métiers. Et puis, revoir vraiment nos pratiques. Passer d'une logique un peu de sélection à une logique un peu plus de séduction. Donner envie et être plus au clair sur nos conditions de travail, sur ce qu'on propose et sur l'avantage qu'il y a à travailler chez nous. Et ça a produit ses effets. Ce qui fait que sur des métiers sur lesquels on se disait classiquement c'est dur de recruter, typiquement le travail posté en 3-8 sur la circulation, l'année dernière on a fait une excellente année, on a recruté 900 personnes. Nous arrivons aussi à recruter sur les métiers qui sont traditionnellement plus en tension, les métiers notamment de l'électricité. Et là, je crois qu'on partage tous cette difficulté-là. Hein, les profils Bac Pro, Bac plus 2, ingénieur, génie électrique, ce sont des profils sur lesquels il y a un gros effort d'attractivité et de sourcing à faire. Et là-dessus aussi, au fond, on se rend compte qu'en développant notre notoriété, en allant mieux chercher les personnes, nous arrivons à recruter, sachant que ça reste un défi. Parce qu'au fond, Réseau recrute, la SNCF globalement recrute, le ferroviaire globalement recrute sur ses profils, mais également toute l'industrie de l'énergie recrute sur ses métiers. Et donc, sur l'électricité, je pense qu'on se prépare des années qui seront sans doute de plus en plus difficiles dans le futur. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour le moment, la question est plutôt, c'est moins un sujet qu'il y a quelques années. En tout cas, on se rend compte que lorsqu'on y met les moyens en termes de communication,
de sourcing, vraiment, c'est-à-dire aller chercher la personne là où elle est, faire du profilage, aller apporter l'offre d'emploi là où elle se trouve, sur son écran au moment où elle est en train de chercher autre chose. Ça fonctionne, on a des clics, on a des candidats et on a des bons candidats. Et pour attirer, est-ce qu'il a fallu aussi augmenter les salaires? Alors, on fait du benchmark. On fait du benchmark, évidemment, et on regarde quelles sont les pratiques du marché pour regarder si nous restons attractifs. Et au fond, d'abord, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été transparent sur nos salaires. On ne mettait pas nos salaires sur nos offres d'emploi, désormais on les met. Donc les gens postulent chez nous en sachant à quoi s'attendre. Et puis deuxième point, oui, nous avons réévalué certaines de nos fourchettes, en particulier sur des métiers en tension, en particulier en proposant des primes de fidélisation sur des métiers bien ciblés. Parce que vous disiez, on arrive à recruter sur des métiers difficiles, mais après, bon, on peut se faire une idée du métier difficile, mais quand on est dans la réalité, ça peut être encore plus compliqué. Est-ce qu'on arrive à garder les nouveaux recrutés sur ces métiers difficiles? Et ça a été un vrai défi. Parce qu'on se le disait à la sortie du Covid, on a des aspirations différentes et aussi des aspirations différentes en matière d'équilibre, vie professionnelle, vie privée. Et ça, c'est un des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte et sur lesquels il faut qu'on soit lucide mais aussi transparent. Et on s'est rendu compte, en effet, qu'on connaissait depuis plusieurs années une dégradation de la fidélisation dans les premiers mois d'arrivée chez nous. Sur le métier de la circulation, et c'est là que ça a été vraiment très manifeste, on voyait que des candidats arrivaient, se formaient, étaient chez nous 4 mois, 6 mois, mais dans cette première période, finalement arrivaient, testaient le métier et repartaient. Et on a connu une augmentation importante et régulière, année après année, je dirais depuis 2016, où chaque année, le départ dans les premiers mois après l'arrivée chez nous augmentait. Et ça a été, je pense, une vraie prise de conscience collective chez nous, SNCF Réseau, que de se dire il faut soigner ces premiers mois. Il faut absolument, d'une part, être au clair dès le recrutement, mais aussi soigner ces premiers mois en termes d'intégration, faire attention aux personnes, les accompagner, être attentif à leurs besoins, regarder comment améliorer leur accueil. Alors, on a investi fortement dans nos campus de formation. On a 3 magnifiques campus sur lesquels on forme nos personnes, enfin nos nouveaux salariés sur les premiers mois et qui disposent de plateaux techniques formidables, des formateurs très professionnels, des conditions d'apprentissage très bonnes. Mais c'est aussi en établissement qu'il faut soigner la qualité de l'accueil. Et nous observons depuis 3 ans maintenant, que année après année, nous parvenons à réduire le taux de départ dans les premiers mois. Il atteint quel pourcentage, ce taux de départ? Il a été jusqu'à 30% pour la circulation en 2020 et aujourd'hui, on est plutôt près des 20%. Et est-ce que vous investissez dans la formation, hein, puisque vous avez ouvert des campus, ça coûte cher à l'entreprise. Est-ce que vous faites signer une clause de fidélité ou de non-concurrence pendant quelques mois? On a eu une pratique longue de dédi formation qui évidemment permettait de faire payer la personne qui nous quittait lorsqu'elle avait été longuement formée chez nous. Ça ne marche pas si bien que ça en pratique. D'abord, les entreprises rachètent. Vous voulez nous prendre quelqu'un, vous nous rachetez la clause de dédi, vous la payez aux salariés. D'autre part, ça n'est pas en menaçant quelqu'un de le faire payer qu'on s'assure sa fidélité et son envie de travailler chez nous. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'on a de moins en moins en pratique. Et on entend beaucoup parler de cette nouvelle génération de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui sont différents, qui ont des envies différentes, des attentes différentes. Est-ce que vous constatez vraiment une vraie différence de profil chez les nouveaux arrivés sur le marché du travail? C'est des attentes et puis c'est des opportunités sur le marché du travail. On a vécu de nombreuses années avec un chômage très important, plus de 10% de taux de chômage. Aujourd'hui, on est autour de 7%. C'est-à-dire que le marché du travail, il est dynamique. Et les gens qui arrivent chez nous arrivent parfois avec 2-3 autres offres de poste dans la main. Et donc, comparent, et donc s'autorisent à partir dans les premiers mois si on ne répond pas à leurs attentes. Et puis, des personnes qui sont plus anciennes chez nous aussi, qui n'étaient pas traditionnellement les personnes qu'on perdait, finalement se font chasser par d'autres entreprises et sautent le pas plus facilement aussi. Un marché du travail plus dynamique, ça veut dire déjà de nouveaux comportements en soi. On s'autorise à aller regarder ailleurs. Et puis, oui, il y a des attentes. Il y a des attentes et elles se portent sur un ensemble de choses. Quand on regarde les motifs de départ des personnes qui nous quittent, qui démissionnent, on voit que le premier point, c'est parcours professionnel. Est-ce que je peux me projeter dans la durée au sein de l'entreprise? Et ça,
à SNCF Réseau, c'est une force, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes nous quittent. Enfin, voilà, donc se disent, je n'arrive pas à me projeter, c'est quoi le coup d'après? Donc ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on soit attentif. Quand je dis c'est une force, c'est 50% de nos cadres quand même qui ont été recrutés exécution ou maîtrise. Donc l'ascenseur social chez nous, il fonctionne, il est réel. Le deuxième point, c'est comprendre la stratégie de l'entreprise, en tout cas la comprendre à son niveau, par rapport à son métier. Ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. On a une belle stratégie d'entreprise. Elle n'est pas toujours lisible et compréhensible du point de vue du salarié qui, lui, travaille le soir, la nuit, sur son chantier, qui a besoin de savoir ce qu'on attend de lui dans la durée. Le troisième point, il y a en effet des sujets rémunération et on peut nous quitter parce qu'on considère que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ça vient souvent lorsque les autres promesses, finalement, du point de vue du salarié, n'ont pas été tenues. Et dernier point, et là c'est vraiment le sujet d'ampleur qui est face à nous, et notamment face à l'allongement des carrières, c'est travailler sur les conditions d'exercice des métiers. Alors là, travailler sur vraiment s'assurer qu'on va jusqu'au bout de l'amélioration des conditions physiques, des conditions de travail, l'outillage, le matériel, prendre à bras-le-corps le fait de s'assurer que les personnes peuvent se reposer aussi, parce que on travaille de nuit, comme dans toutes les entreprises de notre secteur, on travaille de nuit, on travaille sur des rythmes fatigants, donc programmer le temps de travail comme programmer le temps de repos. C'est s'assurer que tous ces sujets-là, et évidemment les sujets aussi d'ambiance d'équipe et de qualité de vie au travail, sont pris en compte de la direction générale jusqu'à l'équipe avec nos responsables d'équipe de proximité. Merci Narga Sobrayen. Donc côté MESEA, également j'imagine pas mal de postes, pas forcément, plutôt considérés comme difficiles avec du travail de nuit. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression d'être sorti de cette période un petit peu tendue sur le marché de l'emploi? Bonjour à tous, merci. MESEA, qui s'occupe de la maintenance de l'infrastructure entre Tours et Bordeaux, on est également confronté à la problématique du recrutement et de l'attractivité. Clairement, on a effectivement les problématiques sensiblement identiques, avec une granulométrie moindre, puisqu'on est une entité de 200 collaborateurs. Donc chaque départ est vécu par les équipes, par les managers, par l'entreprise, comme une difficulté au regard de notre granulométrie. Donc moi, sur les territoires que nous traversons, les bassins d'emploi que nous traversons, le recrutement est aujourd'hui extrêmement difficile, tendu. Aujourd'hui, quelle que soit la taille de notre entreprise, quelle que soit la zone géographique, on a un marché de l'emploi heureusement dynamique, avec un taux d'emploi très élevé, et tant mieux. Cependant, ça rend notre exercice plus difficile. Parce qu'on a des métiers de maintenance de l'infrastructure avec certaines contraintes, le travail de nuit, des bassins d'emploi, Villognon, Clérac, Nouâtre, Maillet, donc des villages bucoliques que je vous invite à découvrir. Donc l'attractivité des territoires sur ces zones géographiques, la visite médicale aussi, qui est une barrière à nos métiers. Donc une somme de contraintes qui rend cette tâche plus difficile lorsque nous sommes amenés à recruter. Alors vous recrutez combien de personnes annuellement? Alors, on est entre 15 et 20 nouveaux collaborateurs annuellement, mais j'ai envie de dire, quel que soit le nombre, chaque unité est difficile. Chaque nouveau collaborateur que nous sommes amenés à rechercher, c'est un déploiement d'énergie de nos équipes. Quand je dis nos équipes, j'inclus bien évidemment nos managers qui sont en première ligne par rapport à cet enjeu. Donc beaucoup d'énergie pour déployer la politique de recrutement, aller au contact. Quel est le niveau de turnover? Parce que ce sont, comme vous le disiez tout à l'heure, des métiers pas toujours faciles. Alors, on a des collaboratrices et des collaborateurs très engagés, certains passionnés, mais certains décident de partir pour des raisons personnelles, professionnelles, d'opportunité ou de pénibilité. Donc on a beaucoup travaillé sur justement la rétention de nos collaborateurs pour diviser par 2 notre taux de turnover qui est aujourd'hui sensiblement entre 9 et 10. Maintenant, c'est un indicateur qui est fragile, qui peut très, très rapidement changer. Donc il faut travailler sur la rétention, la fidélisation de nos collaborateurs. Et concrètement, donc donnez-nous quelques pistes de fidélisation de vos collaborateurs. Alors, lorsqu'on recrute, on travaille sur notre marque employeur. J'arrivais à votre question. On travaille sur notre marque employeur, c'est-à-dire faire savoir aux candidats ce qu'ils vont découvrir chez nous. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a près de 70% de candidats qui disent
je souhaite trouver une entreprise en adéquation avec mes valeurs. Je souhaite trouver une entreprise en adéquation, avec des activités en adéquation avec mes valeurs. Donc aujourd'hui, le secteur ferroviaire aujourd'hui a cet atout, parce qu'effectivement, on est une mobilité décarbonée. Et donc, face à cette marque employeur et à ce qu'on leur explique sur les réseaux sociaux, on donne une promesse. Et donc, la rétention commence par respecter cette promesse. Quand le collaborateur vient chez nous, il souhaite découvrir et voir ce qu'il a vu auparavant et ce qu'on lui a expliqué lors des entretiens de recrutement, tout simplement. Au-delà de cette promesse, eh bien, il faut travailler sur les conditions de travail. Ces conditions de travail, eh bien, chez nous, chez Mesea, par exemple, passent par une réflexion sur le travail de nuit, sur la pénibilité, en faisant participer, au-delà de nos partenaires sociaux, nos collaborateurs, et en faisant cette démarche vis-à-vis des collaborateurs, on a des collaborateurs qui se sentent investis, des collaborateurs qui se sentent engagés. Et je pense que ce que nous recherchons, c'est des collaborateurs engagés dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième, c'est le processus managérial. Le processus managérial, dans nos entreprises, effectivement, nos managers sont confrontés avec des équipes et c'est une ligne extrêmement importante. Donc on les accompagne par le biais de la formation, de coaching et différents leviers pour cela. Le troisième, on l'a évoqué un peu plus tôt, c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance, bien évidemment, financière, mais pas que, et de trouver dans le dialogue social, dans la discussion, les moyens de rétribuer et de conserver ses collaborateurs sur un marché très compétitif. Le quatrième, oui, il y a quelques leviers quand même. Le quatrième, c'est l'employabilité. Les collaborateurs souhaitent progresser dans leur métier, trouver du plaisir dans ce qu'ils réalisent et accroître leurs compétences par le biais de la formation. Et à cet effet, au sein de Mesea, le taux d'accès est très élevé au niveau de la formation, près de 100%, et on déploie 11 000 heures de formation pour nos collaborateurs. Et je pense que c'est la somme de tout ça qui contribue justement à cette rétention des collaborateurs au sein de notre entreprise. Merci beaucoup, Philippe Rocher. Vous représentez le syndicat STVFE. Je vous propose, dans un premier temps, de nous présenter en quelques mots ce syndicat. Alors, le SETVF, dont j'ai pris la présidence hier, donc c'est assez récent. Félicitations. Voilà. Donc, vous donc en fait, à Philippe Bernard. on est les spécialistes des travaux, des travaux de régénération pour SNCF Réseau, entre autres, mais également pour d'autres donneurs d'ordre comme la RATP ou la Société des Grands Projets. Donc, c'est 55 entreprises, 55 adhérents qui représentent quasiment 95-97% de l'ensemble des entreprises de travaux. C'est à peu près 11 à 12 000 salariés, un chiffre d'affaires global d'1,8 milliard à peu près sur l'ensemble des 3,5 milliards que fait SNCF Réseau sur ces voies. Voilà. Et puis donc l'objectif étant, on a 6 commissions qui travaillent sur le matériel, sur la technique, sur la formation, sur les marchés, sur les contrats, sur l'innovation, et avec un grand projet qu'on souhaite partager avec SNCF Réseau et la filière dans son ensemble. Donc c'est de créer une grande filière ferroviaire, au même titre que le GIFEN, faire un GIFER dans les mois, dans les semaines qui viennent, et vraiment faire avancer notre filière. Et donc je parlerai un petit peu au nom de la filière plutôt aujourd'hui. Très bien. Et bien alors, au nom, donc la filière, est-ce que la filière aujourd'hui rencontre toujours ces difficultés ou globalement les entreprises ont réglé ces tensions sur le recrutement qui ont prévalu ces derniers temps? Non, on a même problématique que citait Madame Youn, c'est-à-dire des problématiques de recrutement sur certains emplois. Et à l'initiative de Mathieu Chabanel, on travaille sur des groupes de travail, notamment le groupe de travail attractivité au sein de la filière, avec la FIF, avec le Syntec, avec le CERS et avec nous-mêmes et SNCF Réseau. Donc on a un groupe sur ce sujet qui a recensé un certain nombre d'emplois. Alors je vais mettre ma petite fiche là. Alors, l'autre idée, c'était quoi? L'idée, c'était de dire, mais quels sont les métiers les plus en tension? Alors, évidemment, on peut dire que tout est en tension, mais après, on va s'éparpiller et on ne va pas avancer. Donc, quels sont les métiers les plus en tension pour réaliser nos travaux? Donc, on a évidemment tous les métiers liés à la signalisation, c'est un vrai sujet. Les régulateurs sous station, tous nos encadrants de proximité, de chantier, qui sont peut-être les plus exposés à la difficulté des métiers, le travail de nuit, le travail de week-end, l'éloignement, le déplacement.
Sur SNCF Réseau, un petit peu moins parce que vous êtes plus en géographie stable. Sur nos entreprises, pas du tout. Nos gens travaillent sur toute la France. Également sur les responsables d'essai. Et puis sur l'ensemble de nos conducteurs d'engins, ça c'est vraiment dans nos sociétés, que ce soit les conducteurs d'engins de machines particulières, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une bourreuse, une régaleuse, un stabilisateur, une locomotive, des trains de pause, des dégarnisseuses, enfin, c'est vraiment des métiers très particuliers. Et également tout ce qui concerne les métiers de la sécurité ferroviaire. Ça fait environ 6-7 ans que SNCF Réseau nous délègue ces métiers qui sont très particuliers, la conduite des trains de travaux, l'accompagnement des trains de travaux, l'annonce des circulations, le perchage pour la caténaire, voilà. Donc ça, ce sont des vrais métiers en tension. Et on a cette difficulté qu'en fin de compte, on est quand même un peu sur le temps long sur la formation. Ce sont des métiers où nos personnels deviennent opérationnels au bout de 2-3 ans. Et effectivement, on a ce déficit, c'est que souvent, au bout de 2-3 ans, ils se rendent compte que ailleurs, c'est plus stable, ils peuvent ne pas bouger, et puis ils nous quittent, et on a investi pour pas grand-chose, c'est dommage. Alors l'idée, donc, ça a été de recenser ces métiers en tension, et puis après de voir quelles étaient les cibles. Donc on a identifié 4 cibles, en fonction des différents niveaux dans l'éducation nationale, donc les collèges, les lycées, les étudiants du secondaire, et puis les demandeurs d'emploi ou les gens en reconversion. Et à chaque fois de mettre en face de ces cibles quels étaient les prescripteurs, donc soit les parents, soit les enseignants, soit dans les demandeurs d'emploi, c'est plus simple, on a l'APEC, l'Agence nationale de l'emploi, etc., etc. Et après de voir quelles actions on pouvait mener face à ça pour attirer ces jeunes vers nos métiers. Alors, on a eu un premier sujet qui a été fait qui est assez intéressant, c'est sur Parcoursup. On a lancé une vidéo de communication qui est vraiment dans le style de ce qu'aiment les jeunes, sur TikTok, sur un certain nombre de réseaux sociaux, pour les attirer donc, et expliquer quels étaient les métiers ferroviaires. Et après, au sein de ce groupe, on a donc lancé 3 sous-groupes de travail. Un premier qui est ciblé sur, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais l'État a ouvert des stages de seconde qui auront lieu au mois de juin prochainement. Et l'idée, c'est de créer un petit kit de communication à l'usage de l'ensemble des entreprises de la filière et de les guider pour attirer ces jeunes élèves de seconde qui viennent dans des entreprises, qu'on puisse leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont venir y faire et expliquer donc à l'ensemble des entreprises du secteur comment les accueillir, comment leur donner responsabilité, pas refaire je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais pas refaire ce qu'on subit dans les stages de troisième, où on se retrouve avec des gamins qui viennent, qui font des photocopies, et qui repartent, et ils doivent faire un rapport de stage où finalement il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos entreprises pour que ces stages de seconde soient une réelle découverte de nos métiers et du ferroviaire, et avance sur ce sujet. Le deuxième groupe concerne la partie comment aller présenter dans les collèges, dans les lycées, peut-être pourquoi pas dans les facs, comment aller présenter en l'espace d'1 heure, parce que l'éducation nationale nous ouvre ses portes sur l'ensemble des lycées et collèges de France pour aller présenter sur 1 heure nos métiers. Et donc là, l'idée, le groupe de travail, on a commencé à travailler sur tous les métiers en essayant de présenter, de faire une vidéo, de faire un PowerPoint, enfin de faire également un petit kit pour guider les gens qui viendront présenter ça dans les lycées et attirer, donc, attirer nos jeunes collégiens, lycéens. Donc, première étape, on crée ce kit de communication. La deuxième étape va concerner de trouver les talents dans nos entreprises, à SNCF Réseau, à la RATP, dans les différents secteurs, de trouver des talents qui vont pouvoir aller présenter ça au sein des lycées et des collèges et les former sur ces kits de communication. Et puis la troisième étape, qui est peut-être la plus importante, c'est de recenser dans chaque département, c'est notre idée, dans chaque département, trouver un collège, un lycée qui sera partenaire de la filière et dans lequel on pourra tous les ans aller présenter autour d'1 heure nos métiers du ferroviaire, que ce soit les métiers de l'industrie, que ce soit les métiers des travaux, que ce soit les métiers de la signalisation. Voilà. Et vraiment trouver... Alors ce qui est un petit peu difficile, c'est de trouver qu'est-ce qui va être sexy pour attirer ces jeunes talents. Et puis bon, le troisième, je suis désolé, troisième groupe de travail, donc c'est sur la communication. Et pareil, c'est... alors là, on va avoir besoin d'un petit peu de sous de la part de la filière pour monter des vidéos, monter des messages qu'on pourrait diffuser dans les réseaux sociaux pour communiquer régulièrement sur nos métiers, les faire connaître et les rendre réellement sexy pour l'ensemble de nos jeunes étudiants. Voilà. Et rappelez-nous, ces groupes de travail, ils ont été mis en place quand ?
Alors, les groupes de travail ont été mis en place à la fin 2023, je crois. Pas fin 2023, à l'été 2023 plutôt. D'accord, donc un peu tôt pour avoir des premiers résultats. Alors, on a quand même des premiers résultats qui sont prévus là sur la mars-avril. On a prévu, c'est Frédéric Michaud qui l'a annoncé hier, le 30 mai, une réunion de la filière, hein, de ses premiers travaux. Et donc, on souhaite avancer. Alors, le groupe attractivité, c'est un groupe, il y en a d'autres. Hein. Il y a des groupes efficience, il y a d'autres sujets qui sont partagés sur l'ensemble de la filière. Hier, donc, on a eu quand même un grand intérêt de la part de la RATP et de la Société des grands projets, qui, je pense, va nous rejoindre dans ces groupes-là. C'est vraiment l'intérêt. Et donc, non, je pense que l'idée, justement, et c'est la volonté de Mathieu Chalabanel et la vôtre, c'est que d'ici cet été, et au moins avant la rentrée, qu'on ait des vraies actions qui soient en place et qui puissent avancer sur ces sujets-là de façon à avoir un retour positif pour la fin de l'année. On a des défis, ne serait-ce que sur nos métiers à nous, sur Voies ferrées de France, on a plus de 2000 à 3000 salariés à recruter dans les 10 ans qui viennent. À l'échelle de réseau ou de nos autres partenaires, c'est énorme, donc il faut absolument qu'on avance très rapidement. Avant de revenir sur toutes les politiques qu'on peut mettre en place, notamment on va y revenir avec Séverine Ornier et avec Géraldine Adam, une question sur la façon dont on intègre ces salariés. Vous m'aviez dit que parfois on les intégrait dans la douleur. Alors, justement, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Moi, je partage totalement l'avis de Miso. Hein. Il fallait aller vite, justement, parce qu'on avait de gros besoins et donc parfois ça va un petit peu trop vite dans l'intégration des nouveaux salariés. Alors, il y a deux sujets. Là, en tant que président du SETVF, j'aurais tendance à dire on travaille sur la filière pour rendre sexy nos métiers, attirer les jeunes, expliquer déjà qu'est-ce qu'on fait dans nos métiers. Et il y a quand même des choses extraordinaires. Un conducteur de travaux qui réalise un chantier, que ce soit de la pose voie neuve, que ce soit du tramway, que ce soit le LGV, quand on voit l'ouvrage terminé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, on roule quand même, on a roulé à plus de 600 km/h sur les lignes en France quand même. C'est pas rien, quoi. Avec un fil et un pantographe où il y a quelques centimètres qui conduisent le courant. Donc c'est quand même et ça, faut l'expliquer aux jeunes que c'est une vraie performance française, quoi. Bon, après, si je parle en nom de président de mon groupe. Je pense qu'on a tous cette responsabilité, comme vous l'avez dit, d'être plus que bienveillant quand on embauche un jeune. C'est-à-dire, alors nous, on a un parcours, par exemple, d'intégration dans mon groupe qui se fait, pour les cadres, qui se fait sur 3 ans, en fait, qui est très long, mais où les gens tournent partout, et partout où ils vont, ils sont accueillis comme le Messie, quoi, quelque part. Enfin, on essaie de faire quelque chose où, avec un environnement d'accueil énorme, une formation longue, mais découpée en morceaux, et vraiment pour leur donner le sens de l'entreprise, la couleur de l'entreprise, hein, je crois que c'est vous qui l'avez dit, ça c'est très important, d'une part, et aussi la couleur de nos métiers, du ferroviaire, et de leur faire voir qu'on est à la fois technique, bienveillant, intéressant, pour un petit peu retirer la contrainte autre qui est le déplacement, le travail de nuit. Voilà, mais c'est mettre en avant toutes nos qualités et après travailler sur la qualité de vie au travail. Alors ça, c'est plus compliqué, mais je pense qu'on peut y arriver, ne serait-ce que dans la convivialité qu'on peut donner aussi au sein d'une entreprise qui est quand même importante. Et on est passé d'une ère où on choisissait nos salariés, et j'aime pas bien dire ça, mais c'était un peu, on pouvait prendre quelqu'un et le jeter, comme ça se passe un petit peu aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est les salariés qui choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Donc il faut prendre en compte ça, et c'est très bien d'ailleurs, parce que l'humain, du coup, devient quelqu'un qui est réellement au centre de nos préoccupations. Et du coup, il y a quand même moins de sélectivité et peut-être aussi des profils moins qualifiés ou moins motivés. Non, vous ressentez pas ça du tout. Non, pas du tout. Non, et puis je pense que les formations qu'on met en place valorisent énormément les gens. Et on est obligé, de toute façon, de créer la compétence au sein de nos sociétés, parce que le ferroviaire, malheureusement, il n'y a pas d'école du ferroviaire. Hein, donc on est obligé, dans nos entreprises, de monter en compétence nos gens. Et d'ailleurs, un des projets qui est très intéressant avec SNCF Réseau, c'est qu'on a proposé d'ailleurs que ces campus qui sont magnifiques soient partagés avec l'ensemble de la filière. Nous aussi, on a des écoles de formation. On le fait au niveau du matériel. Aujourd'hui, on a tous des ateliers, on a des campus. On va entretenir nos matériels chez les autres, parce qu'une machine qui est à Marseille, par exemple, ben moi j'ai un accord avec RDT 13 à Marseille, on fait entretenir nos machines à Marseille, alors que nous, nos ateliers sont à Saint-Pierre-des-Corps. Hein, ne serait-ce que pour la problématique de CO2, c'est idiot d'aller faire 600 km, parce qu'on a un problème, on a du partenariat, on pourrait l'avoir sur la formation.
hein. Et ça fait des années d'ailleurs qu'on propose à SNCF Réseau de partager ça. Mais alors, je ne pense pas qu'ils ne soient pas d'accord, c'est plus parce qu'ils ont tellement de volume à faire eux-mêmes que c'est compliqué de nous accueillir. Voilà. Et juste une dernière question, puisque vous représentez la filière, et même si la question a déjà été posée sur la rémunération, est-ce qu'au niveau de la filière, vous voyez une hausse globale des rémunérations proposées pour ces métiers-là? Alors là-dessus, il y a deux sujets. Il y a une hausse globale, et tant mieux, c'est très bien pour les salariés. Après, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention parce que effectivement, on peut être attirés tous par le fait d'aller débaucher quelqu'un de SNCF Réseau ou d'un de nos confrères. Et on le fait, hein, on ne va pas s'en cacher, on le fait tous. Alors soit on débauche vraiment violemment par des cabinets, etc., et ça, c'est pas terrible. Soit les gens, c'est eux qui essayent, hein, parce que c'est évident. Hein, si je peux avoir 10 ou 15% de plus pour le même travail, tout va bien. Donc il y a deux choses. Augmenter les salaires, avoir un niveau de salaire qui attire l'ensemble de nos jeunes, c'est parfait, c'est très bien. Par contre, la surenchère permanente, elle est dangereuse parce qu'on va se retrouver à rémunérer des gens à des niveaux de salaire qui ne correspondent pas du tout à leur emploi. Et on a un exemple, nous, dans nos métiers, qui est le conducteur d'engin de Pelle-Rail-Route. On se retrouve avec des salaires de gens qui sont plutôt quand même des agents d'exploitation, d'exécution, qui ont des niveaux de revenus supérieurs à leur cadre. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Et ça, la filière, et de la demande. Oui, mais la filière peut aider à ça. Si on a une filière forte, structurée et qui échange, je pense qu'on peut avoir des niveaux de salaire qui soient quand même relativement mesurés, contrôlés entre nous tous, pour éviter de faire la surenchère permanente et mettre des gens à des niveaux où il n'est pas cohérent qu'ils soient, quoi. Mais par contre, oui, il faut rémunérer correctement les gens et les mettre au niveau de revenus qui correspondent à la vie française, de façon à être bien. Et puis, bon, de toute façon, ce qui est très, très bien rémunéré dans nos métiers, c'est le déplacement. Aujourd'hui, on a des niveaux de déplacement, des forfaits déplacement qui sont quand même assez élevés et qui permettent aux gens de supporter à minima l'éloignement de chez eux, quoi. Merci. Géraldine Adam, vous représentez l'UTP, donc, qui représente elle-même la branche des transports publics et ferroviaires. L'UTP a récemment réalisé un diagnostic des besoins. Que dit ce diagnostic? Voilà, il dit beaucoup de choses. En fait, on s'est inscrit, nous, on est au niveau de la branche professionnelle. C'est vrai qu'au niveau des repères, c'est important. Je trouve ça intéressant de voir les différents niveaux. Au niveau de la branche professionnelle, au niveau de l'UTP, et surtout au niveau des employeurs, parce qu'on défend les intérêts des employeurs, voyageurs, fret et gestion d'infrastructures, on s'est inscrit en réponse au programme de France 2030. Et c'est dans ce cadre de ce programme-là, pour voir les impacts de la transition écologique, de la transition numérique, on a constaté, effectivement, on a fait une prospective. Et dans cette prospective métier, on voit qu'on va continuer d'être un secteur en transformation et un secteur en tension. Notamment, bien sûr, sur les métiers de la maintenance, sur les métiers de la conduite et les métiers de l'exploitation, je dirais dans les grandes lignes. Pour pas redire en fait ce qu'ont dit les gens précédemment, effectivement, sur ce diagnostic des besoins en compétences et en formation, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on l'a fait à la fois pour l'urbain et pour le ferroviaire, et qu'on a bien sûr un devoir maintenant de penser les choses un peu collectivement. Et je pense que là, pour le coup, l'UTP a un énorme cap et un énorme défi en termes de compétences, et au niveau de la négociation aussi sociale, hein, puisque si on veut pérenniser les actions qu'on mène, on est bien obligé de négocier des accords de branche et de faire évoluer le tout et le pérenniser. Et au niveau de la transformation en termes de compétences, on ne peut pas ne pas parler de parcours. On est obligé d'être dans une logique de parcours et dans une logique partenariale et dans une logique territoriale. Et dans une logique de parcours, eh bien, effectivement, si on veut faire venir ces personnes et les garder, il faut déjà essayer de leur créer des chemins certifiants et pourquoi pas des passerelles métiers pour leur permettre, avec l'allongement des carrières, de un peu décloisonner et de dire, et créons en tout cas un chemin qui permette, pourquoi pas, de passer de conducteur de tramway à conducteur de train et pourquoi pas de conducteur de train à de la maintenance. Et ça, c'est vraiment je dirais le point fort de ce diagnostic. Ça a permis de mettre tout le monde autour de la table, l'urbain, le ferroviaire, c'est assez rare qu'on soit ensemble d'ailleurs, et avec les partenaires sociaux de réfléchir à comment finalement on peut penser ça sur du long terme, avec bien sûr des financements, parce qu'on ne peut pas penser la formation sans financement, sans ingénierie des formations pour ces transformations, et de les penser en termes de parcours. C'est ça, je dirais, les principaux constats de ce diagnostic.
Et donc, où en est cette réflexion? Vous avez mis tout le monde autour de la table et quelles pistes ont déjà été lancées? Où on en est plus précisément? Alors là, au niveau de l'AMI-CMA, parce qu'on est rentré dans une logique de réponse à l'AMI-CMA France 2030, on a réalisé ces diagnostics, on en a dressé les constats ensemble et on a eu, après une promotion de ces résultats avec tous nos partenaires aussi, l'envie de répondre au volet 2 pour pouvoir le mettre en action. Parce que pour le coup, vous avez des constats et après, il faut des financements pour réingénierer toutes ces formations des niveaux CAP à Bac+5, pour leur donner une coloration ferroviaire, pour travailler ensemble, pour pouvoir s'inscrire dans la durée sur 3 ans. C'est un énorme chantier. Et l'UTP, en fait, a décidé de piloter donc une réponse qu'on a déposée le 19 février. Et donc, dans la salle, nous avons déjà des partenaires qu'on a réussi à mettre ensemble, puisqu'il nous fallait des centres de formation internes. Donc, on a Réseau, on a aussi tous nos adhérents CapTrain, DB Cargo. On a également fait appel au CIFCO, à Digerail. On a également des partenaires importants pour nous dans l'attractivité. On a Futur en Train, bien évidemment, l'association qui promeut les métiers du ferroviaire, qui travaille collectivement. On a Ferrocampus au niveau local. Et on a réussi à rassembler 29 partenaires. On a rédigé la réponse ensemble pour pouvoir offrir une réponse formation des Bac+1, même sur de la filière technique et professionnelle. Si on n'y est pas, ça va poser problème parce qu'on est en concurrence, comme vous l'avez dit. Donc, il faut bien qu'on ait un jour un Bac+1 reconnu paritairement et reconnu, si possible, au niveau de la branche, socialement, pour pouvoir permettre des jonctions de Bac Pro sur l'électricité à Bac+1, pourquoi pas ensuite Bac+3 en lien avec des équivalences, et bien sûr du Bac+5, parce qu'il faut qu'on aille sur l'enseignement supérieur. Il faut qu'on aille, aller dans les écoles d'ingénieurs et les faire venir dans notre secteur. Et donc ça, c'est le projet Transformer, on l'a baptisé comme ça, parce qu'on va transformer interurbain, urbain et ferroviaire ensemble, et le fret, et les gestionnaires d'infrastructures autour de la table. Et on va créer un énorme appareil de formation à rénover sur tous les niveaux de qualification. Et on espère être lauréat, voilà. Et c'est quoi la perspective, ces niveaux diplômes du ferroviaire? Vous les attendez pour quand? Et ma deuxième question, c'est, j'ai l'impression d'entendre parler de ce besoin de formation pour l'ensemble de la filière depuis très très longtemps. C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui bloque? Je dirais que déjà, si on ne travaille pas ensemble et en cohérence, on fait parce qu'effectivement, on avait des systèmes de silos de formation, c'est clair. Je veux dire, la SNCF a ses propres titres, Réseau a ses propres titres, mais tout le monde n'a pas de certification. Et vous avez vu les financements aujourd'hui pour la formation mutualisée, si vous avez mobilisé l'OPCO et les dispositifs, la complexité, si vous n'avez pas de certification, vous n'êtes pas cofinancé. Donc, vous savez, un plan de développement des compétences, quand vous voyez le coût des formations, c'est pas rien. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de repenser les choses de manière cohérente, je dirais surtout structurée, à tous les niveaux. Et après, sur la question de ce projet en question, nous, en tout cas, de toute façon, le temps de la branche n'est pas le temps de l'entreprise. De toute façon, c'est long, c'est sûr. Là, on est dans un temps employeur. C'est pas le même temps. Là, on a décidé à l'UTP de s'offrir une opportunité employeur pour aller plus vite, d'être dans une logique partenariale. On a fait un partenariat avec l'UIMM pour aller sur des CQPI, pour pouvoir faire justement, pas recréer de l'ingénierie, on va optimiser un maximum. On est en train de voir pour avoir aussi des partenariats avec la FNTP. On va sur les territoires parce qu'on a besoin des campus pour aller au niveau des écoles, parce que nous, on réfléchit national, mais il faut bien aussi, le volet territorial est très important. Donc, non, je dirais, les freins, on est en train de les lever petit à petit entre employeurs, parce qu'on a des enjeux communs, et je pense qu'on peut optimiser l'ingénierie de formation dans son financement. Il y a une logique économique, il y a une logique de partenariat, et quand j'entends la filière, je pense qu'on peut déjà le faire dans la branche et leur donner une pérennité sociale. Et je pense que c'est très important. On engage des accords de branche, là, sur la formation au mois d'avril. On a un énorme sujet sur la reconversion et les transitions professionnelles. Là aussi, c'est un public qui me semble être très important pour faire du ferroviaire un territoire de reconversion. Donc on a un énorme enjeu politique d'employeurs et de responsabilité. Je dirais que là, on a 3 ans avec Transformer et un financement à 15 millions d'euros si on est lauréat. Voilà. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir des formations générales communes, peut-être même lancé par l'éducation nationale ou par des campus régionaux, et aussi de bénéficier de campus d'entreprise. Mais est-ce que ces campus d'entreprise sur lesquels on peut aussi s'appuyer peuvent être
collaboratifs, peuvent accueillir tout le monde? Est-ce que l'idée, c'est de partager en fait plus largement? Est-ce que la SNCF, par exemple, est prête à accueillir de futurs employés d'autres entreprises concurrentes? Est-ce que les entreprises concurrentes sont d'accord pour... voilà, comment ça se passe? C'est une très, très, très bonne question, la question de l'ouverture. En fait, quand vous travaillez sur un certificat de qualification professionnelle, c'est une très bonne... On est en plein dedans, hein, sur le référentiel. On a rédigé les référentiels et vous devez lancer la première cohorte. Bien évidemment que sur une session, la SNCF peut elle-même remplir sa propre session et la lancer. Et c'est ce qu'elle fera. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on est en train d'arriver avec notamment Transdev en région PACA, comme sa première ligne ferroviaire, eh bien, avec un enjeu commun avec RDT 13, puisque la RTM, et avec RDT 13, doit aussi financer la formation de conducteurs de train. Et donc, c'est en train de changer. C'est-à-dire que là, potentiellement, on va sur de l'inter. On va potentiellement aller de plus en plus sur de l'interbranche parce qu'on a un besoin d'économie, d'optimisation et de logique territoriale. Et les acteurs sur les territoires, effectivement, quand on a besoin de remplir une session sur de l'apprentissage, une section d'apprentissage, ou si on travaille sur un enjeu commun de certification, bien évidemment qu'on va plutôt aller sur de l'ouverture et de labelliser un appareil de formation sur les territoires. Ça, c'est le rôle de la branche, pour le coup. On va regarder la qualité de la formation, mais on va regarder aussi où est-ce qu'on est situé, une cartographie, une lisibilité. Et si on regarde le site de Futur en Train avec la cartographie des diplômes et tout ce qui existe, quand on se met à la place voilà, du jeune qui cherche une formation, voilà, il faut qu'on structure un appareil de formation sans considération, bien sûr. Bien sûr qu'il y a d'autres considérations économiques, on entend, mais là, du point de vue de la formation, je pense que plus on y va collectivement, et mieux c'est pour atteindre les résultats communs. Voilà. Et puis on peut imaginer que l'ouverture à la concurrence y pousse et qu'il y a de nouveaux besoins de plus en plus importants de la part de nouveaux arrivants, de nouveaux opérateurs auxquels vous devez répondre. Totalement. Et il y a la question aussi de la sécurité. Vous voyez, dans les thèmes communs, si on voulait regarder les thématiques communes, il y a bien sûr les cœurs de métier, on va appeler ça comme ça, les cœurs de métier. Quand on conduit un train pour la marchandise, on conduit un train pour les voyageurs. Potentiellement, une certification de conduite de train, à ce jour, n'existe pas au niveau de la branche. C'est quelque chose à se poser. C'est-à-dire que si on veut faire des blocs de compétences et des passerelles métiers, eh bien un jour, il va falloir qu'on commence à construire cette cartographie si on veut que les gens bougent. Après, sur d'autres enjeux, je dirais la sécurité, c'est quelque chose de commun. Quand on parle de système de sécurité ferroviaire avec la réglementation là, qui vient encore changer les impacts et les métiers, tâches essentielles de sécurité, si on ne réfléchit pas collectivement, on ne va pas offrir une sécurité commune. Et c'est bien ce qu'on doit aux usagers. J'avais vu la FNOT qui était présent. Je pense que voilà, il y a des sujets qu'on peut penser collectivement. Peut-être qu'il y en a d'autres pas, par contre. Là, pour le coup, ça s'appelle de l'expérience salariée, de la marque employeur. Ça appartient à chaque entreprise. Mais nous, au niveau de la branche, je pense que c'est important de penser des choses, quand on peut les penser collectivement, de les faire collectivement, les ingénierer collectivement, parce que les financements sont de plus en plus rares. Un mot peut-être, Miso Youn, côté SNCF Réseau, gros acteur. Comment vous vous inscrivez justement dans cette démarche portée par l'UTP? On s'y inscrit à 100% puisqu'on y travaille ensemble. Et donc on est coporteur du dossier que Géraldine mentionnait. Donc on s'y inscrit totalement. Et c'est aussi dans cette logique de partage qu'on a fait en sorte que nos formations soient enregistrées au registre national, au RNCP. Donc on a des titres. Et on a des titres qui permettent d'accueillir, on en a 5, qui permettent d'accueillir des salariés d'autres entreprises. Alors, en effet, Philippe le disait bien, on se concentre aujourd'hui, vu les volumes de recrutement que nous avons, sur la formation initiale de nos propres salariés. C'est une évidence et on est obligé de faire comme ça aujourd'hui. Mais ça fait bien partie de nos ambitions que de pouvoir partager cet appareil de formation. Il faut savoir aussi que nos propres salariés vont se former dans d'autres entreprises. Donc cette porosité et cette capacité à se former les uns les autres, aujourd'hui, elle existe déjà. Alors pas à très grande échelle, mais elle existe déjà. Alors Séverine Ranier, vous êtes directrice de Ferrand Campus, qui a été évoquée plusieurs fois par Géraldine Adam. C'est une initiative régionale. Expliquez-nous un petit peu voilà, où en est le projet et quels sont ses objectifs. Oui, bonjour à tous. Donc, pour bien comprendre le projet Ferrocampus, il faut comprendre sa genèse. En fait, c'est un projet qui a été initié à Saintes, territoire bucolique.
à Saintes a été décidé en 2018 que toute l'activité rénovation matériel roulant serait transférée à Périgueux. Donc l'impact sur ce territoire bucolique, c'est 15 000 mètres carrés de friches industrielles et perte de 300 emplois. Donc à l'origine, ce projet Ferrocampus, c'est une renaissance, une volonté de renaissance sur un territoire. Donc ça, c'est l'origine. Et donc, par rapport à ça, l'idée n'était évidemment de ne pas recréer la même activité qui avait été perdue, mais d'identifier des nouveaux axes. Et ici, dans la salle, il y a certains administrateurs, dont l'ISEA fait partie. Et a été décidé 2 axes stratégiques. Un axe sur la formation et un axe sur l'innovation. L'innovation, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je fais quand même un appel sur le volet commun numérique, commun de data, qui faisait partie de la table ronde précédente. Sur le volet formation, la réhabilitation de cette friche industrielle sera complètement terminée en 2026 pour accueillir un bâtiment attractivité qui fait partie du programme AMI-CMA et aussi des nouvelles formations. Parce que dans nos missions, on est campus des métiers et des qualifications. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative éducation nationale portée par des lycées et là aujourd'hui structurée par Ferrocampus, seul campus des métiers et des qualifications sur le ferroviaire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille étroitement avec des lycées sur des formations. On en a identifié aujourd'hui une trentaine, incluant le CAP au bac +2 et +3 avec les licences professionnelles sur lesquelles on travaille. Et donc très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avec nos 12 établissements partenaires de ce campus des métiers et des qualifications, ces 30 formations du CAP au bac +3, comme je le disais, on est en train de construire ces fameux parcours de formation et de travailler sur des colorations. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement pragmatique parce que ça permet à des acteurs qui sont sur un territoire et qui auront besoin, je ne sais pas, de 2 niveaux CAP en électricité, 3 BTS électrotech, de créer ce maillage territorial à proximité de chaque bassin d'emploi, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, l'attractivité, c'est avoir 100% des postes pourvus au bon niveau de qualification. Et en fait, étant issu d'un territoire bucolique, je le reprends, hein, excusez-moi, en fait, on se rend compte que les jeunes souhaitent vivre sur leur territoire. Nous, typiquement, je vois qu'il y en a qui hochent de la tête, mais typiquement, nous, on a une collaboratrice qui a fait ses études chez nous, et elle me dit, ben, moi, je reste là, même si après, vous ne me prenez pas, j'irai travailler comme caissière, parce que je veux rester là. Et en fait, être capable de proposer à ces jeunes qui sont issus des territoires, qui se forment dans les lycées, une continuité avec le bassin d'emploi, c'est quelque chose d'important. Et donc, on a, avec SNCF Réseau, et aussi la volonté de déployer avec tous les membres du club des employeurs que nous pilotons, ce maillage de proximité. Alors, évidemment, avec le Pôle emploi local, les missions locales, mais aussi avec ces lycées de proximité, parce que justement, on estime que c'est sur ces niveaux d'emploi, l'hyperproximité est important, et donc de le travailler à partir des enfants du territoire, c'est un premier axe très intéressant. Mais comme je le disais, la coloration, en fait, ça va prendre sur chacune des promotions uniquement quelques jeunes qui vont se spécialiser vers le ferroviaire. Et donc, il est important qu'on crée un affectio societatis à l'échelle de tous ces établissements, de tous ces niveaux de formation, pour que ces jeunes puissent avoir le suite. En fait, on travaille cette logique un peu affectio societatis, un peu comme les clubs de foot ou les clubs de rugby, et se dire, chacun a son suite métier du ferroviaire. Et là, avec le lycée partenaire à Saintes, on a eu la première promotion
de ceux qui ont suivi cette spécialisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remis 9 certificats à donc 9 jeunes issus de 9 formations différentes dans 5 établissements différents. Et en fait, ils étaient tous alignés et parlant individuellement à chacun, tout le monde disait non, je ne veux pas faire de vidéo, je ne veux pas parler, etc. Et en fait, on a eu cette remise de diplôme et à la fin, ils étaient tous prêts à parler rejoignez mon BTS électrotech, rejoignez le CAP, etc. Et donc, en fait, cette culture de l'affectio societatis à l'échelle de la formation initiale, c'est quelque chose d'assez encourageant et qui crée vraiment cette unité. Donc aujourd'hui, on a le système technique, donc on les a référencés, on a ces 30 formations. Avec les partenariats de proximité, ça permet aussi qu'ils aient des travaux pratiques avec des cas pratiques. On parle de l'électricité, mais effectivement, avoir un cas sur une armoire électrique sur l'infrastructure, c'est beaucoup plus incarnant. Et puis, pourquoi pas, le reste de sa promotion soit formé sur les mêmes outils. Donc, on parle de coloration à partir d'équipements et de spécialisation thématique. Ce n'est pas de la révolution sur les formations, mais c'est de l'adaptation, de l'ouverture. Ensuite, on a référencé, grâce au Club des entreprises, la liste des établissements, tous les métiers qu'ils ont, tous les lycées partenaires, toutes les formations qu'ils ont, faire un lien entre ces formations et à quel métier ça peut produire. Et en fait, avec nos partenaires dans les lycées, les professeurs, on est capable, via Promonote, de diffuser ces catalogues d'informations. Donc, c'est exactement complémentaire avec l'initiative dans laquelle on est aussi intégré avec la FIF. C'est de dire aux parents, parce qu'il faut aussi motiver les parents, c'est regardez, vous avez un MESEA de proximité, vous avez tel établissement spécifique de SNCF Réseau, de tel autre acteur. Et donc, on commence à créer, vous voyez, on a le système technique, on met le système organisationnel et on met l'affectio societatis. Et en fait, avec cette dynamique, on crée l'attractivité de terrain du quotidien. J'imagine que les formations se font en lien avec les entreprises, que des professionnels interviennent dans les formations, dans le cadre des formations. Et deuxième question, vous attendez à terme à combien de diplômés, tout type de qualification? Alors, comme je disais, nous, on met en place un campus de formation. On a de l'innovation à côté, ce qui nous permet aussi d'avoir une visibilité sur les nouveaux métiers, notamment sur la signalisation ferroviaire frugale. On travaille avec Thales, par exemple, pour parler de vos métiers. L'idée sur ce campus, donc nous, on n'est pas un acteur du marché, donc il n'y a pas de problème de concurrence ni de piquet. Donc, si vous voulez venir installer des formations, nous, on vous accueille avec plaisir, parce que de toute façon, il faut du volume pour ne pas prendre les collaborateurs de miso. Donc, venez vous installer à Saintes. Vous savez, on a 15 000 m². Donc, il y a ça. L'autre point, c'est qu'on est en train de créer une école d'ingénieurs. Donc, on parle de l'existant, mais on est là en train de créer. Le président de la République est venu au lycée de Saintes parler des nouvelles réformes. Et suite à une certaine dynamique avec l'éducation nationale, on crée 2 licences professionnelles. Donc, ça, c'est des suites de BTS. Et on est en train de créer une école d'ingénieurs 100% ferroviaire. Parce que aussi, le fait d'affirmer le ferroviaire en 100% et pas une des options en dernière année, c'est aussi parler de notre filière et la porter haut et fort. Donc ça, on est en train de l'ouverture est prévue en 2027-2028 et appelle à ceux qui seraient intéressés pour fournir du contenu dans cette école d'ingénieurs et faire valoir les métiers qui sont chers à votre profession. Et donc, juste pour avoir une idée à terme, du volume de 885 apprenants qui passeront par le site de Saintes. Mais comme vous le savez, c'est du multilocal, donc bien plus au niveau de l'ensemble de la filière. Alors, Ferrocampus, c'est une initiative unique en France, si j'ai bien compris. Est-ce qu'elle est appelée à essaimer ailleurs, dans d'autres territoires? Est-ce qu'il y a déjà eu des prises de contact, je ne sais pas, d'autres acteurs qui seraient intéressés, qui voudraient dupliquer le modèle?
Alors en fait, moi je suis vice-présidente du Railway Business Cluster. C'est une initiative de la FIF de tous les réseaux comme Ferrocampus qui sont des clusters territoriaux. Et notamment, il y en a un qui existe, qui est spécialisé sur les engins de chantier que sans doute vous connaissez, qui est Mecatim Cluster. Et eux, ils sont en train d'essaimer leur modèle. Aujourd'hui, ils se déploient sur Centre-Val de Loire. Donc, l'idée, à travers le RBC, c'est aussi de créer ce réseau, ce maillage qui a du sens au plus près des territoires. Parce que lorsqu'on parle de formation continue, bien évidemment, et puis surtout pour des acteurs éloignés de l'emploi, la proximité est aussi un facteur clé de succès. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler en réseau, en transversalité et puis en bonne intelligence de subsidiarité et d'opérationnalité. Merci. Je vais vous proposer pour la dernière fois la parole. Alors, est-ce que l'une d'entre vous aurait une question? Et si vous voulez bien vous présenter. C'est peut-être mieux quand même avec le micro, je pense, pour l'enregistrement. Je suis désolée. Bon, je m'appelle... Yes. Donc je m'appelle Arnaud, je suis étudiant à l'Estaca et je fais aussi partie du collectif pour un réveil écologique et je m'occupe notamment de promouvoir les métiers durables, dont du coup le ferroviaire. Et c'était un constat que j'ai fait puisque finalement depuis quelques années je fais des interventions dans les lycées avec nos supports de présentation qu'on a élaborés nous-mêmes pour pouvoir promouvoir le ferroviaire auprès des lycéens. Et force était de constater que comparé par exemple à d'autres secteurs comme l'aéronautique, les lycéens, il n'y a pas de culture, finalement ils ne connaissent pas le système ferroviaire, si bien que j'avais des étudiants qui pensaient, enfin des lycéens qui pensaient que au passage d'un aiguillage, le conducteur avait un petit volant pour pouvoir changer de sillon, changer de voie. Mais c'est qu'un exemple pour juste montrer ma question, c'est de savoir aussi, est-ce qu'il ne manque pas un petit peu une espèce de, le mot est peut-être un peu barbare, une espèce d'académisation finalement du savoir-faire ferroviaire. Et dans une deuxième petite question, c'est aussi, j'entends qu'il y a pas mal d'initiatives un petit peu par-ci par-là sur comment promouvoir le ferroviaire. Alors il y a des volontés aussi de faire des partenariats, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité d'avoir une vraie force de frappe contre d'autres fédérations d'industrie comme le GIFAS qui par exemple donc, qui s'occupe des industries aéronautiques, qui ambitionne cette année de recruter 25 000 personnes dans le secteur aéronautique. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence finalement entre ces secteurs-là à ce niveau-là? Mais là, je crois que vous assistez à l'émergence d'une force de frappe collective qui se manifeste par ce que le SEVTF est en train de faire, par ce que le Ferrocampus développe, par les différentes actions qu'on est en train de prendre. Je pense que les entreprises du ferroviaire sont en train justement de structurer cette approche-là en se disant qu'il faut pouvoir en effet aller atteindre des personnes qui n'auraient pas du tout même imaginé passer au ferroviaire. Typiquement, par exemple, ce qu'on a lancé l'année dernière à SNCF Réseau, c'est un petit jeu sur Roblox qui s'appelle l'Odyssée du rail et qui, du coup, donne, alors, sur un format Roblox, donc, et puis ça ressemble à des petits personnages de Minecraft, donc, qui du coup, lancent un train, font un peu de signalisation, etc. Et donc, du coup, on se dit qu'en développant une action et structurée et aussi très ciblée sur un certain type de public, intervention dans les écoles, travail avec, par exemple, l'univers extraordinaire, qui est en partenariat avec un ensemble de lycées et de collèges, qui sacralise du temps pour que les industries et les entreprises, typiquement du ferroviaire, puissent venir parler de leur métier. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on est en train de structurer et de lancer. Alors, certes, au début, je pense, entreprise par entreprise, mais petit à petit, cette force collective, elle émerge. Pour compléter, merci pour la question parce qu'elle est extrêmement pertinente. Aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de Géraldine, l'étude du TP a montré qu'on est un secteur en croissance. La perspective, c'est plus de 105 000 recrutements d'ici 2030. C'est 60 000 stagiaires en plus par an. Donc il y a un vrai enjeu. Et le défi que vous évoquez, c'est le défi de la communication et de l'information. Je ne pense pas qu'on agit contre les autres secteurs, mais il s'agit pour nous de trouver notre place et de la créer.
Et c'est justement cette coordination-là entre entreprises, où nous agissons localement, où nous portons le drapeau du secteur, des différents métiers, au travers bien évidemment de nos métiers, de nos entreprises. Hein, quand je vais dans les écoles, quand je vais voir France Travail, quand je présente nos métiers, au travers de nos entreprises, je promeus notre secteur. Effectivement, il faut qu'on fasse notre place. Il y a un défi de long terme, effectivement, mais qui doit démarrer aujourd'hui. Juste pour compléter, que j'ai parlé tout à l'heure du GIFER, hein, et je pense que c'est quelque chose de très sérieux. Et l'idée, c'est pas qu'on travaille ensemble sur un sujet qui serait la filière ferroviaire, c'est de créer vraiment une nouvelle entité qui serait sous forme de syndicat ou de groupement, enfin voir exactement quelle sera la réalité juridique de ce groupement, mais d'avoir des permanents avec des cotisations, etc. Et vraiment de porter une filière avec à terme un comité stratégique, peut-être un délégué interministériel, qui représenterait l'ensemble de notre filière de façon à avancer. Et au lieu de faire de la communication éparpillée, un petit peu comme on fait là, vraiment d'avoir une communication centralisée sur la filière à l'intention des collèges, des lycéens et des facs. Merci beaucoup. Il est temps d'achever cette table ronde très intéressante sur la façon dont la filière veut avancer ensemble, hein, un petit peu à l'image de l'ensemble de ce colloque. Merci donc à vous 5 et merci aussi à tous les intervenants qui se sont succédés au cours de ces 3 tables rondes.